Bonjour à tous. C'est également un vrai plaisir d'être là, même si j'habite pas très loin, hein, c'est juste au-dessus. Aurélien vous a parfaitement montré ce qu'on avait au niveau des études vraiment de la clinique, de la vraie vie, qu'est-ce qui allait se passer. Moi, je vais faire mon rôle de microbiologiste, hein, vraiment, c'est là-dedans que je suis le meilleur, hein. Aurélien, il fait très bien le reste, hein. Et du coup, je vais vous parler des entérobactéries qui sont résistantes au carbapénem, hein. On est CNR ici à Bicêtre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme alternative thérapeutique? Et je vais essayer de mettre le céphidérocol à l'intérieur de toutes ces nouvelles molécules qui sont arrivées assez récemment sur le marché pour pouvoir traiter tel ou tel mécanisme de résistance. Donc, je vais vous refaire une petite intro purement mécanistique. Quatre mécanismes fondamentaux de résistance aux antibiotiques, vous le savez très bien. Soit on détoxifie l'antibiotique, grosso modo on a une enzyme qui va dégrader l'antibiotique ou rajouter des groupements dessus. Soit on altère la cible intracellulaire, soit il y a de l'imperméabilité, soit il y a de l'efflux actif. Ça c'est assez général. Pour les bêta-lactamines, très clairement ce qui prend le pas, c'est les bêta-lactamases, hein, c'est-à-dire des enzymes qui vont dégrader la bêta-lactamine. Et c'est valable pour les carbapénèmes, et on appelle ça des carbapénémases. Très clairement, il y a une deuxième mécanisme qui en général vient se surajouter à tout ça, c'est l'imperméabilité. C'est-à-dire que l'antibiotique a du mal à traverser la membrane externe, parce que ces antibiotiques, ils sont hydrophiles, ils ne peuvent pas traverser les membranes, les bicouches phospholipidiques, il faut qu'ils rentrent par les porines. Donc si les porines sont mutées, ça rentre plus, en tout cas ça rentre moins bien dans la bactérie. Donc parmi les bêta-lactamases, alors je vous ai mis ici, j'ai essayé d'être assez exhaustif, on les classe en général en fonction plutôt de leur phénotype. On a les pénicillinases, hein, tout en haut, hein, qui vont hydrolyser les pénicillines, mais tout le reste des bêta-lactamines est sensible. Les BLSE, hein, vous connaissez par cœur, grosso modo on hydrolyse toutes les bêta-lactamines, sauf les carbapénèmes, et sauf les molécules où on a des inhibiteurs de BLSE, genre ceftazidime, avibactam. L'avibactam est un bon inhibiteur des BLSE, et on le verra. On a d'autres inhibiteurs maintenant qui peuvent être utilisés même en association avec des carbapénèmes. Le relébactam, le vaborbactam, tout ça c'est des inhibiteurs des classes, ce qu'on appelle les classes A, donc des BLSE. Les céphalosporinases, qui vont hydrolyser les bêta-lactamines, sauf les carbapénèmes et les C4G, lorsqu'elles sont ce qu'on appelle déréprimées. Et puis les carbapénémases, vous voyez que les carbapénémases, on les a dans 3 des 4 groupes de la classification de Ambler. Dans les classes A, qui sont des sérines actives, dans les classes B, c'est ce qu'on appelle les métallo-bêta-lactamases, parce qu'au niveau du site actif, il y a des ions métalliques, et là pour lequel il n'y a que l'astréoname qui fonctionne quand cette bêta-lactamase est toute seule, hein, mais souvent, si on lui ajoute une BLSE, bah, il ne reste plus rien sur les bêta-lactamines. Et les vrais problèmes de ce qu'on appelle des impasses thérapeutiques, hein, même si j'aime pas trop ce mot-là, c'est plutôt dans les métallo-bêta-lactamases qu'on les a. Et les OXA48, qui sont très majoritaires en France, on va le voir tout à l'heure, qui posent moins de problèmes. On est résistant au carbapénème, mais quand elle est toute seule, l'enzyme OXA48, on est encore sensible aux céphalosporines de troisième génération, en tout cas à la ceftazidime. Alors la résistance au carbapénème, chez les entérobactéries, c'est quoi? C'est soit on produit une carbapénémase, et je vous montrerai le ratio entre les deux après, soit il n'y a pas de carbapénémase, et dans ces cas-là, il va falloir hyperproduire une bêta-lactamase à large spectre, soit une BLSE, soit une céphalosporinase, soit les deux en même temps, et en plus, avoir pas trop d'antibiotiques qui rentrent dans la bactérie, c'est-à-dire en plus c'est imperméable. Alors si on met ça sur un schéma, j'aime bien les schémas, je sais pas si ça va vous aider ou pas, mais j'aime bien parce qu'en général ça fixe un peu les choses. Je vous ai mis ici une Klebsielle qui est carbapénémase, donc le carbapénème il est en bleu, les porines par lesquelles passe l'antibiotique, elles sont tout à fait normales, donc ça va bien passer dedans. Et puis dans l'espace intermembranaire, on a la carbapénémase, et la cible de l'antibiotique elle est là, hein, c'est la PLP. Et bah du coup, s'il y a une carbapénémase, l'antibiotique il rentre très bien dedans, mais il ne va jamais à sa PLP parce que la carbapénémase, elle va complètement dézinguer le carbapénème qui est... c'est tout bon. Il va complètement dézinguer le carbapénème qui était sur place et il n'y a jamais de carbapénème qui arrive sur la PLP. Donc on est bien résistant. Le deuxième mécanisme, donc là je vous ai mis une Klebsielle BLSE, le carbapénème rentre, il y a une BLSE,
Et une BLSE, on a tous dans la tête, la BLSE n'hydrolyse pas les carbapénèmes. C'est pas complètement vrai. Il y a toujours une petite activité résiduelle, ce qui fait que parmi les 10 molécules de carbapénème qui rentrent, il y en a une ou deux qui sont hydrolysées, mais il en reste suffisamment pour pouvoir interagir avec la PLP. Donc finalement, la souche, elle apparaît sensible. Il n'y a pas de souci, on traite avec un carbapénème, ça marche. Maintenant, vous prenez exactement la même souche. Vous lui rajoutez de l'imperméabilité. Il y a beaucoup moins de carbapénème qui rentrent. Il n'y en a que 2 ou 3 molécules. Et bien du coup, sur les 2 ou 3 molécules qui rentrent, il y en a la moitié qui est dézinguée par la BLSE, sa petite activité résiduelle. Voilà. Et il n'y en a pas assez pour pouvoir avoir une sensibilité totale au carbapénème. Donc c'est ça le deuxième mécanisme de résistance. Et c'est là que finalement les nouveaux inhibiteurs qui ont été mis sur le marché et même les anciens sont intéressants. Parce que l'avibactam, le relebactam, le vaborbactam, tout cela, ils vont inhiber les BLSE. Et ce que je vous montre avec les BLSE, c'est pareil avec les céphalosporinases déréprimées. Ça les inhibe aussi. Donc il faut aussi penser à ces nouveaux inhibiteurs, pas que pour les souches qui ont des carbapénémases, mais pour celles aussi qui sont résistantes au carbapénème sans carbapénémase et qui potentiellement sont peut-être même plus nombreuses en clinique que celles qui ont des carbapénémases. Du coup, ça marche plus. C'est normal. Bouge pas. C'est tout bon. Donc je vais juste vous remontrer un petit peu l'épidémiologie de ces entérobactéries résistantes au carbapénème, savoir un petit peu de quoi on parle et savoir sur quoi les nouveaux inhibiteurs et les nouvelles molécules vont pouvoir agir. Donc ça, c'est les souches qu'on reçoit au CNR. Chez nous, toute la France nous envoie leurs souches d'entérobactéries résistantes au carbapénème. Et parmi ces souches qu'on reçoit, on a des souches en rouge qui sont celles qui produisent des carbapénémases, donc des enzymes qui hydrolysent vraiment les carbapénèmes. Donc on est environ à 70% l'an dernier. Et puis on a celles qui ne produisent pas de carbapénémase, mais qui sont résistantes au carbapénème parce qu'elles ont cette BLSE plus imperméabilité ou céphalosporinase plus imperméabilité. Donc ouais, ça fait quand même un tiers du paquet, hein. C'est pas anecdotique, et vraisemblablement que c'est un petit peu biaisé sur ce qu'on reçoit, parce que comme les gens détectent plutôt bien les carbapénémases maintenant, ils ont des bons outils, ils nous envoient en priorité ceux-là pour qu'on puisse les typer. Donc potentiellement, la partie bleue est beaucoup plus haute que ce qu'on voit sur le schéma dans la vraie vie, je parle. Donc du coup, quand on reçoit nos souches, donc celles qui ont une carbapénémase, hein, sur la droite, là, nos 70%, c'est quoi ? C'est de l'Oxa 48, pour lequel on a quand même des alternatives de traitement. Vous verrez, la ceftazidime-avibactam, ça marche extrêmement bien sur Oxa 48. Et puis, on a du MDM, du VIM. Hein, donc ça, c'est des métallobêta-lactamases. C'est là-dedans qu'on est embêté pour les traitements. Parce que là, toutes les nouvelles associations qui sont sorties sur le marché, ça ne fonctionne pas sur les métallos. Ceftazidime-avibactam ne marche pas. Imipenem, relebactam ne marche pas. Le relebactam n'inhibe pas les métallobêta-lactamases. Merovabor ne marche pas sur une métallobêta-lactamase. Le vaborbactam n'est pas un inhibiteur des métallobêta-lactamases. D'accord ? Donc là, c'est là qu'on va vraiment être embêté au niveau du traitement. Et en plus de ça, ces métallobêta-lactamases commencent depuis quelques années à prendre un peu plus de place encore parmi les carbapénémases. Au niveau donc là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez que la part des Oxa 48 en pourcentage, c'est la courbe noire, a tendance à baisser au profit de la courbe rouge et de la courbe violette en bas, qui monte. On est en pourcentage, hein, donc en ratio. Donc quand il y a une carbapénémase, malheureusement, on a tendance à avoir de plus en plus de métallobêta-lactamases pour lesquels on est vachement embêté pour le traitement. Quand il n'y a pas de carbapénémase, donc de l'autre côté, le tiers qui reste, eh ben là, il n'y a pas de secret. C'est soit de la céphalosporinase déréprimée plus imperméabilité. En général, c'est des entérobactères ou des citrobactères frundi. Donc c'est quasiment 50% de ça. Soit des BLSE, soit l'association des deux. Et là, par contre, l'avibactam, le relebactam, le vaborbactam, ça va parfaitement les inhiber. Et on va restaurer l'activité de la bêta-lactamine qui est mise en association. Donc là, il y a un vrai intérêt de pouvoir les tester sur ces souches-là.
C'est assez dépendant de l'espèce. Je ne vais pas rester 3 heures sur ce schéma. Juste, regardez bien ce qui est au milieu. Vous voyez que quand on reçoit chez nous au CNR une souche d'Escherichia coli qui est résistante au carbapénème, quasi à coup sûr, il y a une carbapénémase dedans. C'est complètement l'opposé chez un entérobactère. Parce qu'un entérobactère de base, au niveau chromosomique, il a une céphalosporinase. Il a tout le matériel génétique, il a juste à la déréprimer, muter un peu ses porines, et il fait le job, il devient résistant au carbapénème avec sa céphalosporinase déréprimée plus imperméabilité. Donc on voit qu'en fonction de l'espèce, le taux de carbapénémase est pas du tout équivalent. Alors on va en arriver justement à la stratégie thérapeutique, maintenant que j'ai fait cette introduction microbiologique un peu longue, mais il fallait que je la fasse pour que vous compreniez bien un petit peu tout ce qu'on pouvait utiliser. Finalement, on pourrait se dire, il n'y a pas besoin de savoir que la souche elle a une carbapénémase ou pas. Nous, on vous la rend résistant ou sensible au carbapénème et puis basta. On traite, c'est sensible, on traite, c'est résistant, on ne traite pas avec un carbapénème. Eh ben non, ça a quand même un vrai intérêt d'aller chercher, nous, au labo, de façon mécanistique, s'il y a une enzyme qui dégrade le carbapénème, une carbapénémase, ou pas, si c'est l'autre mécanisme, la BLSE plus imperméabilité par exemple. Pourquoi? Donc il y a un intérêt pour le traitement. Pour le traitement du patient, ça vous intéresse en premier plan parce que il y a des nouvelles associations, je vous l'ai dit, qui ont été développées avec des vrais inhibiteurs qui marchent sur certaines classes de carbapénémase. L'avibactam va marcher sur les KPC. Alors on en a très très peu en France. C'est un gros problème aux États-Unis, mais en France on n'en a presque pas. Hein. C'est 3% des carbapénémases. Mais surtout ça marche sur les OXA48. Et là pour le coup les OXA48, c'est la principale carbapénémase en France. Très clairement. Hein, c'est 65%. Et puis on a le relébactam et le vaborbactam. Je vous ai dit, ça ne marche pas sur les carbapénémases, ça marche que sur KPC. Mais surtout, ils ont un bel intérêt quand on les met avec un carbapénème sur celles qui sont des souches résistantes au carbapénème sans carbapénémase. Là, il y a un vrai intérêt de la tester. Et puis bien sûr, hein, ça vous l'avez vécu plusieurs fois, l'hygiène hospitalière, ça dissémine très rapidement, on ne veut pas que ça en mette partout. Donc là, il faut, quand on a une souche qui a une carbapénémase, il faut agir vite et essayer de sectoriser au maximum pour éviter que ça flambe. Alors quel type d'infection on va avoir avec ces souches, ces bêtes de compète là pour le traitement? Alors nous ce qu'on reçoit c'est beaucoup de souches de dépistage, hein, c'est encore heureux, mais on a quand même un tiers des souches c'est des infections. Et finalement une souche d'entérobactérie qui produit une carbapénémase, c'est rien d'autre qu'une entérobactérie. Ça fait des infections urinaires, ça fait des septicémies à point de départ urinaire, et puis ça fait des infections pulmonaires, et puis toutes les infections qu'on voit avec les entérobactéries. C'est pas parce qu'elle est résistante que sa virulence ça change. Ça reste des entérobactéries, très clairement. Alors au niveau de ces inhibiteurs, donc je vous remontre un petit peu le même schéma que nous a montré Aurélien tout à l'heure. Donc là, très clairement, tous les inhibiteurs, alors je vous ai mis les anciens, hein, la cyclab et le tazobactam, que vous connaissez très bien, et puis les nouveaux, l'avibactam et le relébactam, qui sont dans la même classe thérapeutique d'inhibiteurs, et le vaborbactam, qui est tout seul dans sa classe, hein, qui est un dérivé de l'acide boronique. Sachez que l'avibactam, le relébactam et le vaborbactam, à la base, ils ont été développés pour inhiber KPC. Hein, ça a été développé pour ça. Donc c'est pas étonnant de voir qu'on va très bien inhiber KPC. Et on est bien sensible dans ces cas-là lorsqu'on le rajoute sur la ceftazidime pour l'avibactam ou sur le méropenem ou l'imipenem pour le vaborbactam et le relébactam. Et quand on regarde un petit peu, il n'y a que l'avibactam qui marche sur les OXA48 pour les carbapénémases. Et puis sur les métallos, là, il n'y a rien qui marche. Donc là, on a besoin d'autres molécules pour pouvoir traiter ces souches-là qui malheureusement sont en train d'augmenter. Pour les souches qui ne produisent pas de carbapénémase, donc les BLSE plus imperméabilité, céphalosporinase plus imperméabilité, donc là je vous ai fait une distribution des CMI, je vous ai marqué le breakpoint hein, qui nous permet de dire à partir de quand c'est résistant ici. Et on voit bien que quand on rajoute l'inhibiteur, si on prend le ceftazidime et le lactam, c'est le plus classique. Vous avez la distribution des CMI de la ceftazidime en clair et en foncé, ceftazidime plus l'avibactam. On voit bien que ça redécale les CMI vers le bas.
Donc très clairement, on va bloquer la BLSE, bloquer la céphalosporinase, et on restaure des CMI compatibles avec le traitement pour la ceftazidime. Pareil pour l'imipenem plus relebactam. L'imipenem seul, en bleu clair, on est dans des zones, hein, le haut de la courbe, là, on est dans des zones intermédiaires, on n'est pas très serein. On met du relebactam, on retombe dans des niveaux de CMI qui sont largement compatibles avec un traitement même d'un patient sévère. Pour le meropenem valprorbactam, c'est un petit peu moins clair sur les séries que j'ai, mais il y a peut-être un petit biais de sélection des souches parce que mes souches au départ, je les avais pris de sensibilité diminuée au méro, c'était mon point d'entrée. Donc ça ne voulait pas dire qu'ils étaient directs, très résistants à l'imipenem. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence entre les deux collections. En tout cas, il y a une chose qui nous est dit par l'IDSA depuis novembre 2020, c'est que si vous prenez une souche, vous prenez deux souches, une souche qui a une carbapénémase et une souche qui n'a pas de carbapénémase, avec la même CMI, c'est-à-dire sensible au carbapénème, juste sensible, hein, on va dire un petit 0,5 à l'imipénème. S'il n'y a pas de carbapénémase, vous pouvez traiter avec le carbapénème seul. S'il y a une carbapénémase, bien que la souche soit sensible, vous prenez un risque pour le patient si vous traitez avec un carbapénème seul. Ne traitez pas avec un carbapénème seul. C'est ça que nous dit l'IDSA. L'Europe, pour l'instant, ne dit rien. L'Europe ne dit rien. La Société française de microbiologie ne disait rien jusqu'au prochain CASFM, et je vous promets que dans le prochain CASFM, il y aura quelque chose qui sera dit et ça ira dans le sens de l'IDSA. Donc là, très clairement, pour le patient, on va dire que quand il y a une carbapénémase, même si c'est sensible sur le breakpoint, ne pas traiter avec un carbapénème. Ouais. Et qu'est-ce qui motive la recherche de la carbapénémase si la souche elle est rendue sensible au carbapénème? Alors tout simplement, on a des marqueurs sur nos antibiogrammes. Une Oxa 48, on va la chercher avec la thémocilline, très clairement, parce qu'on sait que c'est très résistant. Les métallos, on les cherche avec le Même disque. si ça paraît Ouais, sensible sur l'imipénème, on le voit. résistant sur la thémocilline, Ouais, tu vas te dire, tiens, il y a exactement. quand même le carbapénémase. Exactement. On a des algorithmes où on va se dire, là, on regarde pas que le carbapénème, on regarde le phénotype global au bêta-lactamine, et en voyant le phénotype global, on a quelques marqueurs qui doivent nous faire poser la question de dire, attention, c'est pas parce que ça a l'air sensible au carbapénème qu'il n'y a pas une carbapénémase là-dessous, et du coup, je dois, moi, en tant que microbiologiste, interpréter mon antibiogramme pour ne pas le rendre sensible. Ou en tout cas, mettre une alerte en disant, ok, si vous voulez utiliser un carbapénème, utilisez-le, mais surtout pas seul. Mettez-le au moins en association et à forte posologie. Ou alors, si vous avez d'autres alternatives, utilisez l'autre alternative qu'on va vous donner. Mais ça arrive sur des souches comme ça que tu es je sais pas, sur les autres bêta-lactamines, que tu es, je sais pas, sur une C3G ou. Ouais, alors, tu peux choisir ça? ouais, alors typiquement, je vais prendre un exemple très simple. Les Oxa 48, c'est les carbapénémases les plus fréquentes en France. Alors j'ai fait les chiffres tout à l'heure, c'est pas compliqué. J'ai 15% des Oxa 48 qui sont sensibles aux 3 carbapénèmes. Si tu prends le breakpoint, pile poil. Mais très clairement, il faut l'interpréter. Et on a d'autres solutions alternatives. Hein. Ceftazidime avibactam, 100% des Oxa 48 sont sensibles à ceftazidime avibactam. Donc très clairement, si moi demain c'est ma famille qui est hospitalisée, je voudrais qu'elle reçoive du ceftazidime avibactam. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas d'études en vraie vie sur les patients. On a zéro cohorte sur les Oxa 48 qui va comparer un traitement avec ceftazidime avibactam ou un traitement avec un carbapénème seul. Ce qu'on a par contre, ça reste chez l'animal, c'est la souris. Mais vous prenez une souris qu'on va traiter avec une souche Oxa 48 sensible au carbapénème. Parfaitement, les CMI sont sensibles au carbapénème. On la traite avec un carbapénème, il n'y en a que 60% qui survivent. On la traite avec ceftazidime avibactam, il y en a 100% qui survivent. Et tu n'as pas d'autre solution bêta-lactamine autre que l'association cefta-avibactam? Si, une vraie Oxa 48 toute seule, sans rien, je l'ai montré tout à l'heure, c'est assez vite, la cefta toute seule passe. Ouais. Et ça marche très très bien. Et donc Cefta, dans ces cas-là. Samuel va peut-être essayer de finir le topo. Pardon. Enregistré. Donc il va falloir, voilà, en tout cas,
le vrai message, c'est pas de traitement par carbapénémsol quand il y a une carbapénémase. Il y a un effet inoculum, il y a peu de données dans la littérature, il ne faut pas prendre le risque. Parmi les dernières molécules qui sont sorties et qui ont un vrai intérêt, comme vous l'a dit Aurélien, notamment sur les métallo-bêta-lactamases, on a le céphidérocol. Je ne vais pas revenir sur le problème du fer. Juste, sachez que comme ça utilise le fer pour pouvoir rentrer, nous, c'est une vraie contrainte technique pour pouvoir faire une CMI au céphidérocol. On a besoin d'utiliser des milieux. Une CMI, ça se fait dans un milieu qu'on appelle Müller-Henton. On a besoin d'utiliser des milieux Müller-Henton déplétés en fer. Et dépléter du fer, c'est pas si simple que ça, parce que si on veut tester une métallo-bêta-lactamase, elle a besoin de zinc. Donc on ne peut pas juste se dire on déplète tous les cations divalents du milieu, parce que du coup la métallo-bêta-lactamase, elle n'aura pas assez de zinc pour marcher. Donc il faut dépléter tout le fer et rajouter tous les autres ions un par un, sauf le fer. Donc c'est extrêmement compliqué. Et pour l'instant, on a peu de méthodes automatisées, hein, disons, qui nous permettent de faire des belles CMI. Et actuellement, le seul qui est valable, alors vous avez de la chance, c'est que pour l'instant, il n'y a que le CNR français, c'est-à-dire juste 2 étages au-dessus, qui a des CMI en milieu liquide pour le céphidérocol. Et c'est pour ça que les gens m'envoient toutes leurs souches, parce qu'ils ne peuvent plus le faire chez eux. Il y a un problème de production et il n'y a que moi qui en ai pour l'instant. Juste pour vous montrer que en fonction de la carbapénémase et même à l'intérieur des métallo-bêta-lactamases, le céphidérocol, c'est pas forcément la panacée pour tout. Si on prend les OXA48 tout au fond à gauche, elles sont quasiment toutes sensibles au céphidérocol. Les KPC, elles sont toutes sensibles au céphidérocol. On a dit le gros problème, le céphidérocol, on va se poser la question quand il y a une métallo-bêta-lactamase. Les métallo-bêta-lactamases, il y en a une ici, NDM, la plus fréquente, et puis il y en a une autre ici, VIM, la plus fréquente. Quand on regarde NDM, malheureusement, la médiane des CMI, elle est pile sur le breakpoint. C'est-à-dire qu'on a 50% des souches qui sont au-dessus et 50% qui sont en dessous. Alors en fait, c'est pas tout à fait 50%, c'est 30 et 70, hein, mais on est très clairement super embêté avec NDM. Quand on a une souche NDM, il faut tester le céphidérocol, mais il faut le tester avec la bonne méthode. Alors vous inquiétez pas, ici on a la bonne méthode, c'est très bien, mais c'est pas si simple pour NDM. Et le céphidérocol, on peut avoir des vrais échecs au céphidérocol, comme l'a montré Aurélien dans la série qu'on avait publiée ensemble. Et ben, si on n'utilise pas la bonne technique pour détecter la résistance au céphidérocol, on peut se planter. Du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme alternative à ça? Aurélien en a un petit peu parlé. Eh bien, on peut utiliser des associations astréonam-ceftavi. Alors, si la métallo-bêta-lactamase est toute seule, elle est parfaitement sensible à l'astréonam. Malheureusement, c'est pas très fréquent. La métallo-bêta-lactamase, il y a souvent une BLSE avec. Et en fait, l'avibactam va juste permettre, quand on fait l'association des deux molécules, le but c'est de faire de l'astréonam avibactam. L'avibactam va enlever la BLSE. Et comme la souche qui a la métallo reste sensible à l'astréonam, en enlevant la BLSE, on restaure une sensibilité. Et en fait, en taux de sensibilité, eh ben on est meilleur avec l'association astréonam ceftazidime avibactam qu'avec le céphidérocol lorsqu'on a du NDM. Et pour le VIM, c'est la même chose. Donc juste quelques tableaux pour conclure et que vous ayez un petit peu... je vous les laisserai, hein, les tableaux, ça peut toujours aider. Et pour pouvoir remettre un petit peu toutes ces molécules dans le contexte des infections, quand on a une souche qui est résistante au carbapénème mais qui ne produit pas de carbapénémase, les vraies alternatives, c'est ceftazidime avibactam, Imirel, Nerovabor, bien sûr l'association astréonam plus ceftazidime avibactam. Il faut passer les deux produits en même temps chez le patient. Ça c'est important, parce que l'astréonam tout seul ça marche pas, ceftavi tout seul ça marche pas, il faut vraiment mettre les deux en même temps. Et puis le céphidérocol, quand c'est du KPC, mais c'est hyper rare en France, vous en verrez quasiment pas, on a les mêmes molécules qui fonctionnent. Quand c'est du NDM, il n'y a rien qui marche sur les associations, bêta-lactamine plus inhibiteur.
Et les deux alternatives, c'est céphidérocol, mais on n'a que 70% des souches qui marchent au céphidérocol avec MDM. Et bien sûr, cette association Astronam avibactam qui est hyper intéressante. Quand c'est du VIM, on retombe sur les deux mêmes molécules, Astronam ceftavir et céphidérocol. Et pour l'oxa48, ceftazidime avibactam, s'il n'y a pas de BLSE associé, la ceftazidime tout seul marche extrêmement bien. Et puis malheureusement, ça c'est quand il y a une bactérie, et vous le voyez tous les jours, quand on se remet dans la vraie vie, typiquement l'infection digestive tertiaire ou des choses comme ça, bah, vous n'avez pas que l'entérobactérie. Donc je vous ai rajouté un petit peu tout ce qui se passe également chez le pio, l'acinéto, le sténo, et puis il ne faut pas oublier les entérocoques et les anaérobies. Hein. Typiquement dans le spectre du céphidérocol, les entérocoques ils ne rentrent pas. Hein. Ça reste une céphalosporine de 3e, 4e génération. Si vous voulez couvrir les entérocoques, il va falloir rajouter autre chose, parce que là, le céphidérocol, il ne fera pas le job. Hein. Et sur les sténos, par contre, le céphidérocol, il a l'air d'avoir une excellente activité. J'ai eu dans les mains une souche de sténotrophomonas résistant au céphidérocol, et il n'y en a quasiment pas dans les publis. Donc juste pour conclure, résistance au carbapénème, ça implique à la fois des carbapénémases, mais selon l'espèce, également des souches qui ne produisent pas de carbapénémase. Quand il n'y a pas de carbapénémase, c'est des BLSE et des AMPCD réprimés. Et du coup, là, il y a un vrai intérêt des nouveaux inhibiteurs, l'avibactam, le relébactam, le vaborbactam. Et du coup, on vous les teste. Hein. Et puis, il faut les tester d'ailleurs sans a priori, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ce n'est pas parce qu'elle est résistante à ceftavir qu'elle ne va pas être sensible à imirel et résistante à mérovabor et inversement. Et voilà. J'en ai terminé. Et puis le céphidérocol, moi, ce petit warning sur les NDM, bien faire attention. Hein, c'est pas du 100% comme annoncé dans toutes les séries. On est plutôt à 70%. Alors ici, vous êtes à peu près tranquille, mais soyez sûr que votre labo utilise la vraie technique de référence pour vous donner la sensibilité. C'est la microdilution dans un milieu déplété en fer. Hein, ce qu'on appelle les bandelettes E-test et tout ça, c'est acheté à la poubelle. Hein.